Bonjour, il est 8h30 et on va commencer cette conf. Donc l'objectif c'est de faire le tour en 4 heures de toute l'ORL, enfin un petit récapitulé des principales choses à savoir sur l'ORL et un petit peu de chirurgie maxillofaciale. Je suis Romain Luscan, je suis PH à l'hôpital Necker-Enfants Malades à Paris. Donc, je vous propose de dérouler les items, item par item, et de voir un petit peu dans chaque item les points qui peuvent nous intéresser, les points les plus importants pour vous aider quand vous allez retravailler la spécialité. Donc, on va d'abord parler du premier item, je les ai fait par liste numérique. Et donc, le premier item, c'est épistaxis. Un point important quand on parle d'épistaxis, c'est de commencer par la base, effectivement, et c'est la vascularisation de la fosse nasale. La vascularisation de la fosse nasale, elle est très importante parce qu'elle va comprendre le traitement et il peut s'associer du coup des petits pièges, des questions un petit peu pièges par rapport à ce traitement. Et donc, grâce à l'anatomie, on répond bien à ces questions. La fosse nasale, elle est vascularisée par la carotide interne et la carotide externe. D'accord. Carotide interne qui va donner les artères ethmoïdales, antérieures et postérieures. Carotide externe qui va donner l'artère maxillaire interne, qui donnera l'artère sphénopalatine et l'artère faciale qui donnera l'artère de la sous-cloison. Il y a, premier point, un endroit où toutes les zones de vascularisation se rejoignent, c'est la tâche vasculaire, c'est donc cette région au niveau de la cloison, au niveau antérieur de la cloison, où finalement toutes ces ramifications se rejoignent. C'est important de savoir ça, puisqu'effectivement, quand on parlera du traitement, et notamment du choix de l'embolisation, de la prise en charge chirurgicale, eh bien, effectivement, très important à l'ECN de ne pas emboliser une branche de la carotide interne. Et donc, on n'embolise pas les artères ethmoïdales antérieures du fait de risques de diffusion des systèmes des produits de thrombose au niveau de l'artère ophtalmique, voire de créer des AVC. Donc, les 4 points essentiels qui sont mis en avant dans l'item sur l'épistaxis, c'est 1, reconnaître l'épistaxis, assez simple. Il faut évidemment le différencier de l'hématémèse, de l'hémoptysie. Ok, très bien, normalement ça ne devrait pas vous poser de soucis. Ensuite, connaître les critères de gravité, connaître donc la prise en charge, et puis avoir un petit mot sur le bilan étiologique. Les critères de gravité, finalement, assez simple encore une fois, le terrain, le retentissement hémodynamique, l'abondance, la durée et la répétition. Et j'insiste sur le dernier, la répétition, parce que c'est quelque chose qui peut nous piéger assez facilement, dans le sens où ça peut du coup entraîner des anémies extrêmement bien tolérées. Donc soyez très vigilants sur ce point, notamment par exemple en pédiatrie, où nous on a déjà eu des cas d'enfants qui arrivaient en consultation pour un petit épistaxis comme ça, répété, sans aucun critère de gravité apparent, et qui avaient ces épistaxis très répétés, quotidiens, et une ou deux fois on a eu des anémies extrêmement profondes à 6-7 grammes, extrêmement bien tolérées. Encore une fois, répétition, c'est un critère de gravité. Pour le reste, l'abondance, toujours difficile à évaluer, notamment si vous tombez par exemple là-dessus en écos, où un bon acteur, quelqu'un qui ferait bien le patient, entre guillemets, les patients, ils ont toujours l'impression d'avoir saigné des litres et des litres, donc c'est compliqué de bien évoluer. De bien évaluer pardon, le retentissement, ce critère de gravité, et puis après la durée, le terrain et le retentissement hémodynamique. Ensuite, alors, comment on prend en charge? Donc, l'important, évidemment, dans un premier temps, c'est les mesures de réanimation, donc bien stabiliser le patient, etc. Bon, ça, c'est pas mon rôle d'ORL de vous apprendre ça. Deux points importants qui sont bien mis en avant dans les conférences de consensus, notamment d'ORL sur ce sujet, c'est de prendre en charge les cofacteurs de saignement, et les deux principaux, évidemment, enfin les trois, les troubles de l'hémostase, donc notamment les surdosages en traitement anticoagulant. L'hypertension artérielle, ça c'est très important. On ne peut, si je caricature les choses, on ne peut pas juguler une épistaxis tant que le patient a une hypertension artérielle. Et puis l'anxiété. L'anxiété, encore une fois, qui est mise en avant dans les différentes recommandations et conférences de consensus, parce que c'est extrêmement stressant de saigner du nez, de déglutir son sang, etc. Et donc, il est très important de prendre en charge cette anxiété. Il est très fréquent qu'on donne aux patients un traitement anxiolytique, quel qu'il soit, c'est pas votre rôle à l'ECN, mais justement pour le calmer, permettre également du coup de baisser la tension artérielle, et c'est un bon moyen de juguler le saignement. Si je caricature encore une fois, un ORL refusera de venir mécher un patient tant que vous n'avez pas pris en charge ces deux premiers points. Et puis après, donc l'hémostase. Première étape, le mouchage. Il faut évacuer les caillots.
D'accord. Ensuite, une bonne compression bidigitale. Et ça, typiquement, c'est extrêmement intéressant. C'est un dossier qui pourrait faire partie d'une station d'Ecos, pardon. Vraiment, prise en charge d'une épistaxie, c'est extrêmement rigolo et facile à mettre en place. Et puis pour vous, ça regroupe urgence, c'est assez transversal entre les urgences, l'ORL, éventuellement la réanimation. Mais bon, ce serait un autre cas d'épistaxie. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir travaillé, qui est assez simple, encore une fois, et qui peut rapporter des points. La compression bidigitale, donc 10 minutes, on comprime bien. Et puis ensuite, première étape, le tamponnement antérieur. Alors, il y a toujours un point un petit peu difficile, c'est qu'est-ce que c'est que le tamponnement antérieur? Est-ce que c'est juste un tamponnement antérieur par un urgentiste ou c'est un tamponnement antérieur par un ORL? Bon, effectivement, ça dépendra un petit peu de quel endroit vous prenez le dossier, mais tamponnement antérieur, qui va être suivi ensuite d'un tamponnement antéro-postérieur, qui peut être soit un méchage de qualité par un ORL qui va faire un vrai méchage antéro-postérieur, et puis à l'étape suivante, la sonde double ballonnée. Les points importants quand on met en place une sonde double ballonnet, c'est de se rappeler qu'il faut dégonfler régulièrement le ballonnet pour éviter les risques de nécrose. Et puis, il faut associer à la mise en place de la sonde double ballonnet un traitement antalgique adapté. Régulièrement, on fait des antalgiques de palier 3 lorsqu'on met en place des sondes double ballonnet, puisqu'effectivement, c'est extrêmement douloureux. Qui dit douleur, dit montée de la tension, dit anxiété, dit saignement. Et donc, vous avez un effet négatif de l'introduction de votre sonde double ballonnet. Donc, extrêmement important, sonde double ballonnet avec une explication claire et un traitement antalgique adapté. Et ensuite, alors il est très clair pour vous que vous ne devez pas choisir entre les deux derniers points, soit embolisation, soit prise en charge chirurgicale. Et je pense qu'il faut s'arrêter là. Embolisation, je le répète, on n'embolise jamais une branche de la carotide interne, pour vous à l'ECN, et donc toujours une branche de la carotide externe, donc typiquement la sphénopalatine ou les sphénopalatines, ou la maxillaire interne. Et puis la ligature chirurgicale, qui peut être une ligature chirurgicale par voie endonasale de l'artère sphénopalatine ou par voie externe de l'artère ethmoïdale. Donc, je vous ai mis quelques petites recommandations ici de la Société française de RL de 2016, mais qui répètent ce qu'on s'est dit. Recommander donc de mesurer la pression artérielle et de contrôler cette hypertension artérielle. Évidemment, les traitements, la tension, c'est la même chose. Et puis, évidemment, cet algorithme de prise en charge qui répète évidemment ce qu'on vient de dire. Encore une fois, pour vous à l'ECN, il n'y a pas à choisir entre l'embolisation et la chirurgie. Épistaxis et AVK, bon, ça, je vous réfère au livre et au référentiel, c'est pas ma valeur ajoutée pour vous aujourd'hui. Et ensuite, alors, dans un deuxième temps, on va faire un bilan étiologique. Premier point, enfin, point extrêmement important, faites attention à l'ECN à ne pas pêcher par inadéquation entre vos connaissances et la réalité clinique. Et donc, comme vous allez le voir au cours de cette conférence, un point essentiel en ERL, c'est de l'examen clinique, c'est de réaliser une nasofibroscopie. Le problème, c'est que quand ça saigne, vous n'allez rien voir. Donc, ce qu'on dit dans l'immense majorité des cas, c'est que quand on fait la prise en charge, quand on prend en charge une épistaxie, on jugule le saignement et le bilan étiologique, il est secondaire, voire à distance. D'accord ? Si vous avez contrôlé une épistaxie, en théorie, la consulte ORL, elle est au décours. Petit point, parfois, on sait que si ça ne s'arrête pas de saigner, il faut regarder avec une rhinoscopie antérieure si on n'aurait pas un saignement qu'on pourrait traiter avec une simple petite coagulation, par exemple. Mais globalement, le bilan étiologique est à distance. Et surtout, ne dites pas que vous faites une nasofibroscopie, parce que le correcteur, soit l'évaluateur en écho, soit la personne qui a fait le dossier, comprendra que vous n'avez pas compris. On ne peut pas aller regarder avec une caméra dans une rivière de sang. D'accord ? Le bilan étiologique, il est donc fait des cours au cours d'une consultation dédiée et il va se composer d'un interrogatoire de qualité rhinologique avec les symptômes rhinologiques, donc l'obstruction nasale, le saignement, les troubles de l'odorat, les douleurs, les antécédents de sinusite, l'hyperréactivité nasale, une rhinoscopie antérieure et une nasofibroscopie, encore une fois, qui est un examen clinique de consultation, une fois que le saignement est jugulé, évidemment, et que vous ferez pour toute consultation ORL, à peu de choses près, on va en reparler plusieurs fois pendant cette conférence, et j'espère que ce sera une idée qui sera passée là. Alors, comment on fait un tamponnement antérieur? Ça pourrait éventuellement être une question qu'on pourrait vous poser sur une station d'Ecos. Expliquez-nous la procédure. Donc, il faut
une pince de Polyzer, une pince adaptée, un produit hémostatique quel qu'il soit, enfin une mèche hémostatique quelle qu'elle soit, qui peut être une simple compresse, qui peut être du Surgicel, du Mérocel, etc. Ça, c'est pas votre rôle, la leucéine évidemment. Éventuellement, un antalgique local avec en plus ici un vasoconstricteur, donc la xylocaïne acéphalosalinée. Et l'objectif, c'est de viser le tragus. Faites attention, on ne mèche pas vers le haut, on mèche le long de la fosse nasale. Et ça, éventuellement, ça peut vous être demandé en station d'écho. Ça peut être encore une fois très intéressant. Alors, épistaxis dans ce contexte, donc c'est un homme qui s'est fait casser la figure très visiblement et qui saigne du nez. Qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on va contrôler l'épistaxis, très bien, c'est la première partie de votre dossier, et puis se posera la question de comment on prend en charge une suspicion de fracture des OPN, suspicion plus que certaine, comme vous le voyez sur cette photo. Eh bien, premier point, pas d'indication à une prise en charge chirurgicale en urgence. D'accord? C'est extrêmement important. Les fractures des os propres du nez ne sont pas une raison de chirurgie en urgence. Comment on prend en charge une fracture des os propres du nez? Première étape, on vérifie qu'il n'y ait pas de complications aiguës qui nécessitent une prise en charge en urgence, donc l'épistaxis évidemment, et l'hématome de cloison. Donc vous allez regarder au niveau de la cloison nasale, vérifier qu'il n'y ait pas d'hématome. Donc il faudrait à ce moment-là drainer en urgence du fait du risque de nécrose de la cloison. Donc on élimine l'hématome de cloison et ensuite on va discuter de la prise en charge de cette fracture. Le diagnostic de fracture des os propres du nez, il est clinique. La radiographie des os propres du nez n'a qu'un intérêt médico-légal pour le dossier, puisque la seule question qui se pose, c'est est-ce que le nez est dévié? Et pour ça, il va falloir voir un ORL à quelques jours du traumatisme. Pourquoi? Parce qu'on va très vite avoir un œdème qui va se créer et donc on ne verra plus la forme du nez. Et que la réduction de la fracture des os propres du nez se fait sous contrôle visuel au bloc opératoire. On met un instrument dans le nez, crac, on remobilise le fragment cassé et on voit si c'est droit. Donc typiquement, on dit consultation ORL à 5 à 7 jours, une fois que l'œdème a diminué, pour voir cette déviation de la cloison nasale, cette déviation des os propres du nez, et discuter de la réduction. Pourquoi je vous dis que la radio n'a pas grand intérêt, n'a même aucun intérêt si ce n'est médico-légal? Parce que finalement, si votre nez est droit, même si vous voyez un trait de fracture, on s'en fiche, puisque ce trait de fracture, il consolide dans les 15 jours, 3 semaines. D'accord? Et c'est pour ça que la consultation doit se faire dans la première semaine, puisqu'il faut réduire cette fracture dans les 15 jours. Si vous voyez un patient qui a une fracture ésopéenne avec un nez comme ça à 1 mois et demi, inutile d'aller réduire la fracture, c'est trop tard. Donc, consultation ORL à 5 à 7 jours, on n'a plus d'œdème, mais on peut encore réduire la fracture. Et puis, réduction de la fracture dans les 15 jours qui suivent au bloc opératoire si le nez est dévié. Le scanner, sauf dans le cadre d'un polytraumatisé, n'a également pas d'intérêt. Nota bene, oui, épistaxis post-traumatique avec exophtalmie pulsatile, il faut penser à une fistule carotide-caverneuse. Bon, ok, rarissime. Deuxième cause d'épistaxis, tumeur de l'ethmoïde. Tumeur de l'ethmoïde, donc le type histologique le plus fréquent, c'est l'adénocarcinome. Et on reparlera tout à l'heure très longuement des cancers, des carcinomes épidermoïdes des voies aérodisitives supérieures. Donc ce n'est pas le même type histologique, adénocarcinome. Les facteurs de risque, c'est l'exposition aux poussières de bois. Et donc le bilan, c'est une imagerie. Donc qu'est-ce qu'on craint? Qu'est-ce qu'on veut savoir déjà? L'extension locale et loco-régionale. Donc il va falloir faire une imagerie osseuse et une bonne imagerie des parties molles, donc scanner et IRM, du massif facial, et on inclut le cerveau, parce qu'on sait qu'autour de l'ethmoïde, il y a l'orbite, j'ai peur de l'orbite, et le cerveau, j'ai peur d'une extension cérébrale. Donc scanner crânien, enfin cérébral, cervico-facial, du massif facial et cervical, et IRM cérébral et du massif facial. Et puis ensuite, un bilan d'extension qui dépendra un petit peu des premiers résultats de l'imagerie, avec très fréquemment un scanner thoracique et éventuellement la discussion autour d'un PET scanner. Ce n'est pas vraiment votre rôle pour le CN. Pourquoi est-ce qu'on fait et un scanner et une IRM? Parce que vous voyez que le scanner est excellent